Bonsoir, bienvenue à ce nouveau cycle de l'Université populaire. Les 6 séances que je vais donner porteront sur la génétique du comportement. Et l'idée a été de creuser un thème que j'étudie depuis quelques années, mais de le présenter à l'Université populaire. Et je pense que c'est un thème qui se place assez bien dans la continuité de certains débats qui ont eu lieu ici, à la fois dans les cours de philosophie et dans les cours d'histoire. Et le thème récurrent, le fil d'Ariane de tout ça, c'est toujours la liberté et la capacité des êtres humains à se déterminer, à déterminer leur destin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la génétique du comportement? Depuis un peu plus d'un siècle, en fait, les biologistes, dès qu'ils ont découvert qu'il y avait des mécanismes d'hérédité qui étaient biologiques, ils ont été intéressés bien sûr par les mécanismes d'hérédité des caractères physiques, mais d'emblée, ils se sont aussi intéressés à la transmission biologique de caractères, de comportements, de traits de la personnalité. Et dans la presse, en particulier depuis la fin des années 90, il y a eu tout un tas d'articles qui sont parus dans la presse spécialisée, scientifique, dans les plus grosses revues, en fait les revues les plus cotées du domaine, où les gens ont découvert, ou ont proclamé en tout cas avoir découvert des facteurs génétiques qui influençaient soit des traits de la personnalité, soit des traits de comportement. Dans une des prochaines séances, on va un petit peu plus creuser et définir ce qu'on entend par comportement, personnalité, pathologie, etc. Pour le moment, je ne vais pas les définir, mais je vais vous donner quelques exemples de ces caractéristiques dont on a proclamé qu'elles sont, ou dont on pense qu'elles peuvent être influencées par les gènes. Alors, il y a eu notamment en 1993 un article qui a proclamé que l'homosexualité était liée chez les mâles en fait, était liée à des caractères physiques, génétiques. On a aussi dit qu'il y avait des gènes de la violence, des gènes de la fidélité conjugale, qu'il y avait un gène de la foi, le gène de Dieu, c'est le God's gene, qu'il y avait des gènes aussi, alors oui c'est ça, donc il y a des gens qui sont en quête de gènes qui ont trait à des caractéristiques plus générales, et notamment l'intelligence, ou alors l'intelligence, oui. On ne va pas parler d'intelligence dans ce contexte-ci, les biologistes qui travaillent dans ce genre de domaine évitent ce mot-là et utilisent le mot de capacité cognitive spécifique ou capacité cognitive générale. Mais en résumé, ce qu'on cherche, c'est s'il y a des gènes qui sont susceptibles de faire des différences entre les individus du point de vue de leur capacité cognitive générale, qui sont une espèce d'indice d'un tas de capacités différentes, spécifiques, et en gros qu'on peut assimiler au terme commun d'intelligence. Par ailleurs, il y a aussi des facteurs génétiques dont on voit bien qu'ils affectent le comportement, mais parce qu'ils sont liés à des pathologies du comportement, à des pathologies psychiatriques, et en particulier, parmi les troubles mentaux, on pense qu'il y a une forte héritabilité biologique de certaines pathologies comme la schizophrénie, l'autisme. Alors, tous ces termes-là sont des termes dont les définitions font elles-mêmes l'objet d'intenses débats. Donc je reviendrai là-dessus et on montrera justement en quoi consistent les définitions qu'on donne de ces maladies-là. Où il y a aussi un autre caractère qui est l'hyperactivité. Alors je ne sais pas si je dois le mettre dans cette catégorie ici, c'est-à-dire celle des particularités du comportement, ou dans celle des pathologies, puisque par exemple aux États-Unis, on traite les enfants diagnostiqués d'hyperactifs avec des médicaments. Donc pour le moment, je laisse intentionnellement une sorte de flou, une sorte de continu entre tout ça. Ce qu'on appelle le trouble bipolaire aujourd'hui, mais qu'on appelait autrefois la maniaco-dépression. Et toute une série de sociopathies. Voilà. C'est quelques exemples de traits particuliers ou de caractéristiques un peu plus générales pour lesquelles, dans la littérature biologique, on trouve des articles qui décrivent des modes d'héritabilité liés aux gènes.
Donc, ceci, évidemment, c'est des thèmes qui ont suscité beaucoup d'interrogations et qui bousculent tout un chacun, qui ont suscité beaucoup de débats. Ça a suscité des débats en partie parce que, évidemment, dès qu'on proclame qu'il y a des gènes de l'homosexualité, de la violence, etc., ça a été médiatisé. Et la médiatisation a souvent été simplificatrice par rapport à la publication originale. Si ça a été le cas, c'est souvent parce que les scientifiques qui ont découvert ça ont voulu le médiatiser en partie pour faire connaître leur découverte et se faire connaître eux-mêmes, et que dans la manière de le médiatiser, ils ont eux-mêmes simplifié à outrance. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va analyser dans quelques cas particuliers. Comment la découverte est annoncée, d'une part dans les journaux scientifiques, d'autre part comment elle est médiatisée, quels enjeux ça suscite du point de vue de l'éthique, du point de vue des choix politiques, etc. Et puis aussi, et ça c'est assez important, toute cette littérature-là fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des tas de questions scientifiques, il y a des questions méthodologiques, il y a des difficultés intrinsèques à l'étude de ces phénomènes-là. Et une première difficulté, c'est que pour pouvoir déterminer la génétique du comportement, il faut soit qualifier, soit quantifier les comportements. Donc pendant le cours, pas aujourd'hui, mais dans une des séances prochaines, j'aborderai cette question-là, comment on fait pour qualifier les comportements et pour déterminer qu'une personne est ou n'est pas hyperactive ou est ou n'est pas schizophrène. Et d'autre part, comment on fait pour les quantifier, c'est-à-dire que si on pense qu'il y a des gènes associés à la violence, aussi à la prise de risque, parce qu'on va souvent associer au même gène un caractère qui est connoté négativement et un caractère qui est connoté positivement. Mais dès le moment où on associe des gènes à ces choses-là, il faut d'abord pouvoir mesurer le degré de violence d'un individu ou d'une population, d'un peuple, parce que ces gènes-là, par exemple, ont été aussi, on fait aussi l'objet de discussions dans le cadre de génétique des populations. Donc, une difficulté, ce sera de voir comment on mesure les comportements, comment on les qualifie aussi, pour les comportements de tout ou rien, où on dit cette personne est ou n'est pas comme ceci, donc comment on qualifie ou comment on quantifie. Une seconde difficulté, c'est qu'il y a une difficulté technique à l'ensemble du domaine, c'est-à-dire qu'il faut forcément, je ne peux pas faire un cours de génétique du comportement sans parler un petit peu de génétique, et donc ça, évidemment, l'esprit du théâtre Toursky, c'est que c'est adressé à tout le monde, mais qu'on aborde des matières universitaires sans faire de concessions sur la difficulté et la complexité. Mais il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire que je vais vous donner toutes les définitions des concepts qui seront requis à aborder ce corpus de littérature. Et à ce propos, en fait, comme j'ai parfois tendance à parler un peu vite, et aussi je vais parfois, sans m'en rendre compte, utiliser un terme de jargon ou un terme qui a un sens commun, mais qui dans le domaine biologique a un sens très précis. D'une part, moi je vais faire un effort pour systématiquement essayer de définir les concepts et de les définir aussi dans un contexte historique, parce que souvent le même concept a été défini de façon différente en fonction des années et des siècles. Et d'autre part, ce que je vous demande, c'est que dès le moment où je manipule les concepts et où vous êtes perdu, et si vous tournez à gauche à droite, vous voyez que vos voisins sont perdus aussi, interrompez-moi pendant le cours. Il ne faut pas attendre la fin du cours pour demander une clarification. Par contre, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'à la fin d'une séance, moi je vais donner un cours de plus ou moins 1h, 1h20 comme d'habitude, et puis après il y aura un débat, et où d'une part il y aura peut-être des clarifications techniques, mais surtout toutes les choses dont je vais parler, c'est des choses qui en tout cas moi m'interpellent à des tas de points de vue qui ne sont pas les points de vue scientifiques et puis aussi qui posent des questions scientifiques. Donc il y aura un espace ouvert au débat comme d'habitude. Alors une deuxième difficulté, donc j'ai dit la première difficulté c'était qu'il fallait savoir comment on quantifie ceci. Il y a une difficulté technique qui est celle de la maîtrise du vocabulaire et des méthodes, mais il y a aussi une difficulté qui est intrinsèque à la génétique du comportement, qui est que tant qu'il s'agit de caractères physiques, ces caractères, on peut d'une certaine manière mesurer leur transmission en tant que caractère biologique, ou en tout cas quand il s'agit de caractère biologique. Dès le moment où il s'agit de caractère comportement,
tôt, chez l'être humain en tout cas, il y a deux modes de transmission des comportements. C'est d'une part, il y a deux modes a priori de transmission de quelque chose d'une génération à la suivante. C'est d'une part une hérédité biologique, génétique, et d'autre part une hérédité culturelle évidemment, puisque généralement chaque génération transmet sa culture aux générations suivantes. Et quand il s'agit de comportements comme tout ceci, il est évident que la grosse difficulté de l'ensemble du domaine de la génétique du comportement, ça va être de dissocier la transmission biologique de la transmission. Alors le mot qui est utilisé, et je vais l'adopter parce que toute la littérature l'utilise comme ça, c'est l'environnement. Et environnement recouvre quelque chose dans cette littérature-là de très vaste, qui inclut la notion actuelle d'environnement physique, les polluants, le milieu dans lequel on vit, ça c'est la notion qui aujourd'hui est peut-être la plus courante quand on dit le mot environnement, mais ça inclut aussi l'environnement social, l'environnement familial, et donc ça recouvre en gros tout ce qui n'est pas transmis de façon biologique par les gènes. Alors il y a un autre mode de transmission biologique qui fait aujourd'hui, qui est très à la mode aujourd'hui, que beaucoup de laboratoires utilisent, c'est la transmission épigénétique. Et il y a aujourd'hui, donc c'est un réel engouement pour les analyses de l'épigénétique, et notamment il y a une partie du discours des biologistes et des non-biologistes qui dit « Ah, avec l'épigénétique, on voit que maintenant on a quelque chose qui nous libère, somme toute, de ce déterminisme génétique ». C'est une question qui mérite d'être approfondie. Initialement, une des motivations de ce cours-ci, c'était de poser cette question-là. Je ne suis pas sûr qu'en 6 séances, j'arriverai à expliquer aussi ce que c'est l'épigénétique, mais simplement, donc, je le dis parce que certaines personnes ici ont peut-être entendu ce mot épigénétique, et donc quand je fais une catégorie binaire comme ça entre le génétique et l'environnement, ils disent « Ouh là là, mais est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a de l'épigénétique ?» Si, je sais qu'il y a de l'épigénétique, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je travaille d'ailleurs sur mes recherches portent sur des mécanismes épigénétiques de régulation. Donc oui, je sais que ça existe, et si le temps le permet, je l'aborderai lors de ce cycle-ci, et sinon je suis ouvert aux questions, et on pourra en parler aussi éventuellement lors d'un cycle ultérieur. Ensuite, une des autres difficultés de la biologie du comportement, de la génétique du comportement en particulier, c'est que très souvent, c'est des questions qui sont abordées dans le langage scientifique, avec un langage très technique, des publications dans les revues scientifiques, Nature, Science, etc., dans les revues psychologiques, mais où il y a une influence évidente de la subjectivité du chercheur. Alors, la subjectivité du chercheur, elle intervient dans un grand nombre de petits actes quotidiens, etc., mais quand il s'agit de comportements et quand il s'agit de ce genre de comportements-ci, qui sont essentiellement des comportements sociaux, il y a des biais qui sont tout à fait évidents, qui peuvent être inconscients, qui peuvent être conscients, mais la littérature donc, doit être de façon systématique analysée avec circonspection, et c'est quelque chose qui, de toute façon, a toujours été le cas, c'est-à-dire que dès qu'un article est publié sur un de ces thèmes-ci, il y a toujours immédiatement des réponses, et d'une certaine manière, c'est un peu à double tranchant, parce que les auteurs qui travaillent là-dedans, les scientifiques qui travaillent là-dedans, sont un peu parfois sur la défensive, parce qu'immédiatement on va se demander quel est l'agenda caché ou quels sont les biais idéologiques qui ont poussé ces chercheurs, ne fût-ce qu'à décider de faire des recherches sur cette thématique. Et c'est des questions qui valent la peine d'être posées. On peut voir que ça a été le cas souvent dans l'histoire de la biologie, et je vais d'ailleurs vous citer maintenant quelques ouvrages sur lesquels s'appuie la structure du cours. Alors le cours va s'appuyer énormément aussi sur des publications individuelles, sur des articles que je citerai systématiquement et que je mettrai aussi, je mettrai les références à votre disposition dans les notes qui seront sur le site web. Mais à propos de cette subjectivité du chercheur, donc il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle « La malmesure de l'homme ». C'est un livre que je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui l'ont déjà lu. Non ? Donc c'est un livre qui a été publié dans les années 70 par Stephen Jay Gould. Alors, Stephen Jay Gould, c'est un biologiste américain qui était un spécialiste de l'évolution. C'est quelqu'un qui a
passé toute sa vie à écrire des articles et des livres sur l'évolution, qui a proposé des théories de l'évolution, sur les rythmes de l'évolution. Il est extrêmement célèbre pour ça. Et parallèlement à ça, c'était un chroniqueur qui écrivait chaque semaine des chroniques dans des revues scientifiques et où il commentait l'actualité scientifique. Et notamment, c'était quelqu'un qui a passé une bonne partie de son temps à mettre les découvertes de ses collègues et les siennes dans le contexte de l'actualité politique aussi, et à avoir une approche critique, en fait, une analyse critique des publications. Et un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à donner mes cours, et en particulier donc je donnais un cours biologie et société à partir de 2003 à l'Université libre de Bruxelles, c'est un livre qui s'appelle La malmesure de l'homme. Donc je mettrai toutes les références précises, elles seront dans les notes sur le site web. Mais donc il y a un livre qui s'appelle La malmesure de l'homme. Et ce livre-là, en fait, c'est un livre qui retrace l'histoire des recherches qui ont été menées par des biologistes depuis le 19e siècle, depuis la craniométrie du 19e siècle, en passant par les mesures du quotient intellectuel, en passant aussi par les analyses génétiques. Et en fait, il retrace l'ensemble de toutes ces histoires-là, donc de toutes les recherches qui ont été menées pour mesurer l'intelligence de l'homme et évaluer si l'intelligence était liée. Alors à l'époque, c'était non pas à des gènes en particulier, parce que ces recherches ont commencé avant même qu'on découvre le concept de gène, mais les travaux du 19e siècle portaient sur l'analyse de la relation entre l'intelligence et entre guillemets, les races humaines, les groupes humains. Et une autre partie de ces recherches portait sur les différences de genre. Mais toutes ces recherches, et Gould le montre très très bien dans ce livre, en fait, parce qu'il décortique, il va chercher les résultats originaux, il montre la manière dont les articles ont été publiés, dont les auteurs, des biologistes qui étaient parfois des gens extrêmement éminents pour d'autres raisons que celle-là, qui ont fait des découvertes vraiment fondamentales, notamment Broca, qui est très connu pour ses travaux de neurobiologie. Broca a participé à des travaux où en fait sa subjectivité était de façon extrêmement évidente, complètement impliquée dans la façon dont il analysait les résultats, dont il le regardait, dont il mesurait les choses, dont il écartait, mais en le disant, même en l'annonçant, il écartait les résultats qui ne l'intéressaient pas pour forcer ces résultats à mener à la conclusion qui correspondait à ses préjugés, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien écrit dans ce livre-là. C'est un livre qu'on peut lire, il est vraiment écrit pour tout le monde et qui est extrêmement bien documenté. Oui ? J'ai l'impression que tu as cité 2 fois le même livre. Oui, La malmesure de l'homme. Pour le moment, je ne parle que de celui-là. Ah, j'ai cru que tu m'avais donné un nom. Non, c'est le même, pardon. Depuis le début, c'est le même. Donc ça s'appelle La malmesure de l'homme. Ouais. C'est Stephen Jay Gould. Ouais. Donc ça, c'est un livre qui est disponible. Il a été publié en anglais initialement. Il a été traduit en français chez Odile Jacob. Hein. En anglais, c'est The Mismeasure of Men. Ensuite, pardon ? 2 exemplaires à l'Alcazar. Et il y en a 2 exemplaires à l'Alcazar. Un gros caractère et un petit caractère. Merci. Alors, le deuxième livre que j'utilise, je dis j'utilise parce que je vais encore l'utiliser pour préparer les séances suivantes, c'est un livre qui s'appelle Behavioral Genetics, qui a été écrit par Robert Plomin. Alors, Robert Plomin a écrit une première édition dans les années 90. Cette édition a été traduite en français. La traduction française, elle date de 98. On peut la trouver notamment à la bibliothèque de l'Université de Marseille. Mais, entre-temps, il y a eu des nouvelles éditions. Et comme c'est un domaine qui a énormément évolué, la dernière édition, qui est de 2013, ça vaut la peine de la consulter par rapport à celle de 98. Alors moi, j'utilise beaucoup ce livre-là. Mais c'est un livre qui est écrit par un généticien du comportement qui est connu pour être l'un des plus fondamentalistes, si je puis dire, du domaine. Donc c'est un livre qui a une grande valeur, c'est qu'il explique très très clairement, comme les textbooks américains, il explique très clairement les concepts avec des petits exemples, c'est très bien organisé, très bien structuré, c'est vraiment préparé à l'attention d'étudiants de biologie, ça c'est plutôt pour des étudiants de biologie, c'est en anglais. Mais c'est quelqu'un qui a passé 40 années de sa vie à chercher le gène de l'intelligence et qui continue à le chercher. Donc, c'est un livre, en tout cas, dont la grande vertu est d'être extrêmement clair, en tout cas pour des étudiants en biologie. Ça s'écrit donc Behavioral Genetics.
Alors, Plomin est anglais, Robert Plomin, mais le livre est en américain, quoi. Il est écrit avec les... Bon. Genetics. Donc c'est de Robert Plomin. Et alors dans les premières éditions, il était tout seul, et dans les dernières éditions, il y a 4 auteurs. Donc je vais mettre et collaborateurs. Hein. Moi, j'ai l'édition de 2013. Voilà, donc c'est sur celle-là que je me base. Et d'autre part, il y a un livre qui a été écrit par Pierre Roubertou. Donc Pierre Roubertou, c'est un Français qui a écrit un livre en français. Et c'est un généticien du comportement. Le titre du livre vous dira tout de suite son approche. En fait, le titre c'est « Existe-t-il des gènes du comportement ?» Donc Roubertou, c'est quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, qui est généticien du comportement, mais où le grand mérite de ce livre, c'est que d'emblée, il aborde la question en ayant une approche critique par rapport aux simplifications, au réductionnisme à tous les niveaux, le réductionnisme d'une certaine manière de présenter la génétique, le réductionnisme d'une certaine manière de présenter le fonctionnement du système nerveux, du lien entre les deux, et d'une certaine manière de présenter les comportements et le lien entre le système nerveux et les comportements, et les gènes, le système nerveux et le comportement. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment extrêmement précieux dans ce livre-là, c'est que c'est un livre qui est tout en question. Par contre, il est plus difficile à aborder parce qu'il embraye, bon, c'est vraiment un choix de l'auteur, c'est-à-dire qu'il embraye immédiatement sur la complexité et la raison pour lesquelles les choses ne sont pas simples. Mais ça vaut la peine de le consulter. Je pense aussi que pour des gens comme moi, c'est extrêmement précieux de le lire parce qu'il y a des tas d'informations. Cette édition-ci date de 2004. C'est quelqu'un qui a travaillé dans diverses universités en France, y compris à Marseille. En fait, je ne sais pas où il est actuellement. Donc, il s'appelle Pierre Roubertou. Donc ici, ça s'appelle « Existe-t-il » Voilà. Bon, j'ai encore 2-3 petits... Ah oui, non, il y a un livre aussi qui n'est pas directement sur la génétique du comportement, ou pas uniquement en tout cas. Il y a un chapitre sur la génétique du comportement. C'est un livre dont le titre est un petit peu accrocheur, mais qui contient des informations vraiment intéressantes que j'ai bien aimées. Il s'appelle « ADN superstar ou superflic ». Alors, le sous-titre est plus parlant. Les citoyens face à une molécule envahissante. Donc c'est un livre qui a été écrit par une anthropologue et un biologiste et qui revoit toute l'utilisation qu'on fait actuellement de l'ADN, du génome. Donc et notamment dans ce contexte-là, il parle des gènes du comportement et des interprétations qu'on fait et ils abordent cela avec une certaine distance critique. Tout en reconnaissant les découvertes qui sont un peu plus solidement établies. Et d'autre part, ils abordent aussi des tas d'autres enjeux éthiques qui sont, à mon avis, assez brûlants actuellement sur l'utilisation qu'on peut faire des génomes, notamment dans l'identification des gens, dans la prévision, la prédiction justement de leurs caractéristiques et de leurs comportements. Donc c'est un livre qui vaut la peine d'être compulsé. Voilà, donc là c'est en gros le support, c'est la base un peu du cours. Et puis en fait pour chacun des traits qu'on va analyser, que j'ai énumérés tout à l'heure, je vais faire des recherches, j'ai commencé à collecter et je poursuivrai pendant les 5 séances suivantes des informations plus spécifiques à partir des recherches originales. Alors aussi, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer non pas ce qu'on sait, mais comment on le sait. Donc ça c'est quelque chose qui moi me semble assez important en tant que biologiste, c'est de montrer l'histoire des découvertes, les méthodologies, et montrer pour chaque méthodologie ce qu'elle permet de dire et ce qu'elle ne permet pas de dire. De montrer en fait dans chacune des approches qu'on a du comportement et de la génétique du comportement, il y a certaines informations qui sortent et puis il y a des limitations. Donc ça c'est une des orientations que j'ai décidé de donner au cours, c'est de l'aborder sous l'angle aussi d'une évaluation méthodologique. Et pourquoi est-ce qu'il se pose des questions en fait? Il se pose des questions parce qu'un grand nombre d'études sont publiées, parfois dans les revues les plus prestigieuses, et puis font l'objet de critiques, ou aussi certaines études, on a tenté de les reproduire et on n'obtient pas les mêmes résultats. Ça pose de réelles questions, donc je vous montrerai des exemples pendant le cours. Voilà. Donc ça c'était pour l'orientation du cours.
je vais maintenant aborder le contenu. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, ou pour le début du cours, en fait, j'ai décidé de structurer le cours en plus ou moins 3 parties. Il y a une partie qui commence maintenant où je vais introduire les concepts de génétique et montrer ce que c'est qu'un gène, ce que c'est qu'un génome et comment on fait pour savoir quelle est la fonction d'un gène, comment ça fonctionne en fait. Et ça, j'ai délibérément choisi pour la séance d'aujourd'hui de ne pas du tout parler de comportement parce que justement, il y a une difficulté, comme je vous l'ai dit, méthodologique à mesurer le comportement. Donc j'ai choisi une autre thématique, et vous le voyez sur la première page et sur la deuxième, ici, c'est que j'ai choisi d'aborder des caractères morphologiques et qui sont vraiment quantifiables. Par exemple, on peut facilement compter le nombre d'ailes d'une mouche, ou je pense que tout le monde dans la salle verra bien que sur la figure 3, la mouche de gauche elle a 2 ailes et la mouche de droite elle a 4 ailes, donc ça ne posera pas un vrai problème. Ce n'est pas comme si j'essayais de caractériser quelqu'un en me basant sur 8 indices pour dire s'il est oui ou non hyperactif. Si vous allez sur la deuxième page, vous verrez que là en fait on va parler du nombre de soies sensorielles de la mouche, on va compter les poils de mouche. Donc c'est des caractères aussi sur lesquels on peut être relativement d'accord. Et donc aujourd'hui on va parler de génétique et je vais vous définir ou redéfinir, pour la plupart d'entre eux c'est des termes que vous connaissez, qu'on entend souvent, mais définir les concepts de base, qu'est-ce que c'est qu'un gène, qu'est-ce que c'est qu'une protéine, quel est le lien entre les deux, et puis que font les gènes, que font les protéines, comment on peut les caractériser, comment on attrape les gènes, comment on les caractérise. Alors, un cours comme celui-ci, en fait, et l'ensemble du domaine d'ailleurs, l'ensemble du domaine fait appel à un tas de disciplines scientifiques. Vous savez que la biologie, c'est une grande, c'est une science, mais qui est subdivisée en disciplines, et puis il y a des spécialistes. Alors, évidemment, une des disciplines qui va être mise à contribution, c'est la génétique. Une deuxième discipline, c'est la biologie moléculaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La génétique a commencé quand même 70 ans avant la biologie moléculaire. Ensuite, voire un siècle. Ensuite, une autre discipline qui va être mise à contribution, c'est la psychologie expérimentale, puisqu'il va falloir mesurer les comportements, les caractériser. L'éthologie aussi. Alors la différence entre les deux, c'est que la psychologie expérimentale revient à mesurer des comportements dans des laboratoires, dans des conditions contrôlées. L'éthologie, c'est la mesure des comportements d'animaux dans leur environnement naturel. Donc l'éthologie est mise à contribution aussi dans la génétique dans la biologie du développement. La neurologie, parce qu'évidemment, pardon, j'ai dit biologie du développement, c'est biologie du comportement. Donc dans la biologie du comportement, l'éthologie est mise à contribution pour des modèles animaux, notamment énormément d'études de primates, mais aussi d'autres espèces. Neurologie, endocrinologie, la psychiatrie pour la caractérisation des dysfonctionnements pathologiques du système nerveux. J'ai oublié la biochimie dans les aspects techniques, génétique, biologie moléculaire, biochimie. Et maintenant, depuis un peu plus récemment, la génomique, c'est-à-dire l'étude de la génétique, mais portée à l'échelle des génomes. Et en fait, ça, c'est mon domaine. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Le domaine dans lequel je suis compétent, c'est la génomique, l'analyse des génomes. Mon travail consiste à développer des approches informatiques et statistiques pour l'analyse des génomes. Et donc, c'est de ce point de vue-là que je peux parler dans ce cours-là, mais forcément, je vais devoir aborder tous les autres domaines, et je les aborderai avec la compétence dont je dispose, c'est-à-dire une compétence modérée. En fait, donc, on va commencer par définir le mot gène. Alors, oui, est-ce qu'il y en a parmi vous qui manipulent fréquemment des gènes ou qui sont généticiens ou... Non. Donc, de toute façon, donc, je vais commencer vraiment à la base, et en fait, je vais même commencer à la base historiquement. Et on va sauter aux 2 dernières pages, les pages où il y a des petits dessins jaunes et verts. Donc, sur ces 2 dernières pages, j'ai mis un titre un petit peu provocateur, c'est « Les lois de Mendel d'après Mendel ». Alors, je l'ai fait intentionnellement parce que moi, quand j'ai appris les lois de Mendel, ce qu'on m'a enseigné en fait, c'est une approximation des lois de Mendel qu'on m'a expliquée sur base des connaissances de la génétique moléculaire. Mais, en fait, quand Mendel a découvert ces lois, la génétique n'existait pas, et encore moins la génétique moléculaire. Et je pense que ce qui est intéressant, puisque je vous ai dit que ce cours, je voulais lui donner une tournure méthodologique et épistémologique, de voir dans quelle mesure et comment Mendel a découvert sa loi. Alors ici, j'ai fait une simplification. Donc il faut savoir que Mendel, je pense la plupart des gens savent que Mendel était un moine, en fait, et qu'il est extrêmement connu pour avoir
découvert les lois de la transmission génétique des caractères. Il les a découvertes. En fait, c'est un moine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est entré dans les ordres parce que c'était le moyen pour lui, il était d'une famille pauvre, et c'était le moyen pour lui d'accéder à une éducation. Et ensuite, il est devenu moine, il est devenu responsable de son monastère, et il a mené, durant sa vie de moine, des activités scientifiques, et l'essentiel de ses publications, c'est des publications dans le domaine de la physique, pour lesquelles il n'est absolument pas connu. Et il a écrit un article en biologie, sur les petits pois, effectivement. Et cet article-là, donc c'est le seul article dans le domaine de la biologie qu'il a publié. Il a fait une conférence en 1865 où il a présenté les résultats de ses découvertes. Et puis il a publié l'article en 1866. Cet article est disponible aujourd'hui, on le trouve partout, il est en libre accès. Et en fait, les travaux de Mendel ont été complètement ignorés à son époque pendant 35 ans. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de les définir parce que c'est des concepts. Je ne peux pas aborder le cours et vous parler des méthodes qu'on utilise sans avoir abordé les lois de Mendel. Elles sont devenues indispensables à la génétique. Alors pourquoi elles ont été ignorées pendant 35 ans? En fait, quand il les a publiées, il était visiblement en avance sur son temps. Et ce qui permet de dire ça aussi, c'est que en 1901, indépendamment, il y a 3 chercheurs qui ont redécouvert les lois de Mendel et qui l'ont publié dans la même année, et même dans les mêmes semaines, en quelques semaines. Il y a eu 3 articles qui ont été publiés à la queue leu-leu qui expliquaient les mêmes lois que celles de Mendel. C'est des gens qui les avaient redécouvertes en faisant des expériences sur des systèmes différents. Alors comme tout le monde le sait, effectivement, Mendel travaillait sur les poids, et donc je vais en profiter donc, pour définir les concepts tels qu'il les a définis. Mais donc Mendel ne parle pas de gènes. Pour le moment, on ne va pas parler de gènes. Je vais vous dire après à quel moment on commence à parler de gènes. Donc, dans la première partie, ce qu'on voit en fait, c'est les résultats de ces croisements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Mendel s'intéressait à la génétique, et ce n'est pas par hasard que je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était un physicien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va essayer de analyser les choses en mesurant, en quantifiant, en comptant, en dénombrant, et puis de établir des lois. Sur la base des régularités qu'il va observer, il va immédiatement essayer de tirer des lois. Et ça, c'est vraiment l'approche typique des physiciens, d'essayer à partir des phénomènes, d'en tirer des lois. Et ces lois doivent d'une part avoir un pouvoir descriptif, c'est-à-dire qu'une fois que la loi est tirée, on doit pouvoir, effectivement, elle doit s'appliquer suffisamment bien au nombre pour correspondre au nombre, mais aussi une vertu d'une loi en physique, c'est d'avoir un pouvoir prédictif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tiré la loi, on peut prédire le résultat de futures expériences. Et ça, c'est exactement dans ce contexte-là que les lois de Mendel sont des vraies lois biologiques, avec leurs limites, que je vais exposer aussi, et leurs limitations en fait. Alors la première chose qu'il fait, c'est qu'il choisit soigneusement, et vraiment très très choisieusement, ses conditions expérimentales. Donc lui, il était en charge à cette époque-là du potager du monastère, et comme c'est un esprit curieux, scientifique, il commence à se poser des questions sur ce qu'il fait, sur les modes de reproduction. Il se renseigne aussi sur les pratiques des agriculteurs, des semenciers, parce qu'il doit commander les semences, et il voit qu'il y a des tas de variétés différentes, et puis il se pose la question de la transmission, de l'hérédité. Alors il faut savoir que le pois est une plante qui d'habitude se reproduit de façon autogame. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de transmission de pollen. En fait, c'est la fleur de pois s'autoféconde. Il y a une autofécondation. Donc, ça veut dire qu'il avait différentes lignées de pois et ces variétés sont très très différentes les unes des autres. Et en fait, ce qu'il a veillé à faire, c'est de commander chez les sélectionneurs cette paire de variétés qui se distinguaient par un trait qu'on pourrait appeler qualitatif, c'est-à-dire un trait de tout ou rien. Alors vous savez, alors vous avez la liste en fait dans le petit tableau ici. Vous avez la liste des 7 caractéristiques auxquelles il va s'intéresser, notamment le fait que le pois soit lisse ou ridé, le fait que la couleur du pois, du fruit, soit jaune ou verte. Et puis il y a 5 autres caractères. La couleur extérieure de la graine, donc c'est la couleur de l'albumène, la forme d'écosse à maturité, etc., etc. Donc il définit 7 caractères, et ces caractères-là, chez les variétés de pois qu'il étudie, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire qu'il a d'une part des variétés qui sont franchement jaunes et d'autres qui sont franchement vertes. On pourrait imaginer des plantes où il y a tout un continuum de couleurs, mais là, il a soigneusement veillé à commander 2 variétés qui étaient très distinctes. Et idem, il y a un des caractères auxquels il s'intéresse qui est la taille.
Alors la taille, c'est typiquement, dans une population, la taille c'est un paramètre continu. En fait, il y a des gens qui ont toutes les tailles, il n'y a pas deux groupes de taille généralement. Mais comme c'est des variétés pures, en fait, justement, ils savaient, avant de commencer ces expériences, que il y avait deux variétés, dont l'une était des pois nains qui faisaient un pied, les tiges faisaient un pied de haut, et l'autre, les tiges faisaient 6 pieds de haut. Et enfin, c'est l'unité qu'il utilise, moi je ne compte pas en pieds d'habitude. Et en fait, donc ces deux variétés-là, ils savaient que quand on les croise, elles n'ont pas la taille moyenne, comme on pourrait s'y attendre intuitivement, mais que c'était du tout ou rien. Et donc, il utilise ça, il choisit ces conditions expérimentales. Je le dis parce que c'est très important, parce qu'en fait, quelques dizaines d'années plus tard, on commence à faire de la génétique quantitative sur des traits continus. Si Mendel avait commencé à faire ça, il n'aurait pas découvert ces lois. Ce qui l'a amené à pouvoir découvrir ces lois, c'est d'avoir soigneusement choisi son système pour simplifier les choses et avoir des caractères de tout ou rien. Mais en le faisant, évidemment, il simplifie la réalité. Ce qu'il décrit est une réalité tout à fait particulière. C'est celle de ces cas particuliers où un caractère est du tout ou rien, et quand on fait un croisement, en plus, c'est l'une des deux modalités qui est transmise à la génération suivante. Et ce qu'il constate dans les 7 croisements qu'il fait, mais ça il le savait un petit peu à l'avance, il le savait en tout cas pour les grands et les petits, il le dit dans l'article, hein, ce qu'il constate c'est que dans chacun des 7 cas, quand il fait un croisement, donc il force le croisement, puisque normalement c'est une autofécondation, mais lui il prend un pinceau et puis il va récolter le pollen d'une plante et puis il le met sur les fleurs de l'autre plante. Et quand il fait ces croisements, en fait, il constate que la première génération, donc ce sont des hybrides, c'est pour ça que c'est indiqué hybride, dans chacun des cas, adopte totalement l'un des deux caractères parentaux. Et donc vous voyez ici sur la feuille que pour chacun des caractères, enfin chacune des paires de caractères, vous voyez lequel des deux va être ce qu'il appelle dominant. Donc il définit ainsi un caractère comme dominant. C'est celui qui domine dans la variété hybride. Et donc on voit que sur la taille sur la forme des graines, la forme ronde domine sur la forme irrégulière, que sur la couleur de l'albumène, le jaune domine sur le vert, etc., etc. Donc chaque fois, il va noter avec un grand A le caractère dominant, avec un petit a le caractère. Alors ce caractère-là, on l'appelle récessif, comme vous le savez, mais pourquoi est-ce qu'il est récessif? Pourquoi il est récessif? On aurait pu dire qu'il était simplement écrasé, qu'il avait disparu. On ne voit qu'il est récessif que quand on fait la deuxième génération. C'est parce que justement il revient. Hein. Alors il revient, et en fait la deuxième génération, à partir de du premier croisement, où là il utilise son petit pinceau et il fait la fécondation croisée entre deux variétés, dès ce moment-là, après, il laisse les plantes en autofécondation. Donc, toutes les générations suivantes, et il travaille sur 7 générations, toutes les générations suivantes sont faites en autofécondation. Et ce qu'il constate, c'est que, alors qu'à la première génération, il a vraiment des plantes tout à fait homogènes, elles manifestent toutes l'un des deux caractères alternatifs qu'il avait choisi, à la deuxième génération, il voit ressurgir chacun des deux caractères. Et donc, c'est pour ça qu'il appelle le caractère qui avait disparu à la première génération, il l'appelle récessif. Et en plus, ce qu'il constate, et vous avez les chiffres qui sont tirés de son article, hein, il compte en fait, il compte combien parmi la deuxième génération, combien de caractères, combien de plantes ont le caractère lisse ou la forme irrégulière du pois, etc. Et ce qu'il constate, c'est que pour chacun des 7 caractères, quand il collecte un nombre suffisant de mesures, il converge plus ou moins vers un taux de 1 pour 3. Autrement dit, si on a 4000 graines, il y en aura 1000 qui vont avoir le caractère récessif et 3000 qui vont manifester le caractère dominant qui était le même qu'on avait vu chez tout le monde à la première génération. Donc là, on voit bien le physicien à l'œuvre, quoi. Il est en train de mesurer les choses, il établit des proportions, mais c'est surtout dans les lois suivantes que ça va se manifester, en fait, la théorisation du système. Donc la première loi, parce qu'il y a parfois un peu de confusion là-dessus, la première loi telle que Mendel l'a décrit, il dit lui-même, j'ai 3 lois, j'observe 3 lois. Ma première loi, c'est que pour chacun de mes croisements, j'ai l'uniformité des caractères à la première génération. Hein, donc ça c'est la petite case ici en haut à gauche. Hein, première loi, uniformité des caractères à la première génération, à la génération hybride. Deuxième loi, et alors la deuxième loi, c'est ce qu'il va observer quand il va laisser pendant plusieurs générations les plantes en autofécondation. Il constate qu'en fait, à la première génération, il en a une proportion de une plante qui manifeste le caractère récessif pour 3 qui manifestent le caractère dominant. Mais il voit qu'à la deuxième génération, en fait, parmi ces plantes-là,
les récessives ne donnent plus que des récessives. Et parmi les dominantes, il voit que parmi les 3 plantes sur le petit schéma qui étaient dominantes, il y en a une qui ne donne plus que des dominantes. Et il y en a 2 qui vont continuer à donner des mélanges de récessives et de dominantes. Et à la génération suivante, celle qui ne donnait plus que des dominantes, ses enfants ne donnent plus que des dominantes. Donc celle-là, elle a changé par rapport à la plante. Elles se manifestent toutes ici, elles sont toutes représentées par des petits ronds. Mais si vous regardez la première loi, l'hybride, où il y avait un grand A parce qu'elle manifestait le caractère dominant, en fait cette hybride-là, elle avait la possibilité de donner naissance à des plantes avec caractère récessif et à d'autres avec caractère dominant. Dès la 2e génération, on a des plantes qui ne donnent plus que des dominants, qui ne donneront plus que des dominants, qui ne donneront plus que des dominants. Et par ailleurs, les récessifs ne donnent jamais de dominants. Et en fait, il y a une récursivité de ceci, c'est-à-dire que chaque fois, au sein d'une génération, les quelques plantes qui ont conservé la capacité de donner des récessifs et des dominants, ceux qui sont récessifs vont le rester, et parmi leurs enfants dominants, certains sont dominants, on pourrait dire purs, c'est-à-dire que c'est des dominants qui ne donnent que des dominants, et les autres sont des dominants qui vont donner un mélange de récessifs et de dominants. Et donc ça l'amène à sa 2e loi, qui est la loi de ségrégation des caractères. Et cette loi dit donc que, au fil des générations, la proportion d'individus qui gardent ce mélange des 2 caractères, et cette capacité en tout cas à donner des enfants qui ont les 2 caractères, cette proportion va diminuer, puisqu'à chaque génération, il y a un quart des individus qui, en plus, parmi ceux-là, il y en a un quart qui va passer du côté récessif et l'autre qui va passer du côté dominant. Et donc, c'est ci-dessous qui est montré dans la table ci-dessous. Alors, il le fait avec des proportions mathématiques, en fait. Ça, c'est plus des mesures, c'est vraiment sa loi, quoi. C'est des proportions mathématiques et il montre que, en fait, c'est une règle exponentielle que je ne vais pas détailler ici. Vous pouvez on pourra en discuter, mais c'est un petit peu technique, mais l'intérêt n'est pas dans la manière dont la loi est formulée en fait. L'intérêt c'est que dans ce système-là, donc il observe que si on mélange des plantes, eh bien elles vont ségréger leurs caractères, c'est-à-dire qu'on va revenir à des lignées pures. Et je dis bien dans ce système-là, parce que c'est une particularité de cette plante-là, parce qu'elle est en autofécondation. Et donc c'est une des premières limitations que je voudrais mettre, c'est que donc, le génie de Mendel, ça a été de choisir un système qui lui permettait d'étudier des choses et de découvrir des lois là où personne ne les avait vues auparavant. Et quand je dis son génie, c'était même de faire ça 35 ans avant que les gens se posent la question. Mais il faut bien savoir que ces lois-là sont valides dans le cadre du système qu'il a mis en place, du système expérimental qu'il a mis en place. Et par exemple, dans une population où la majorité des plantes sont en fécondation croisée, les caractères se remélangent dans la population, tout comme chez les animaux. Donc la 2e loi, ségrégation des caractères, est une loi tout à fait particulière à une population en autofécondation. La 3e loi de Mendel, à la page suivante, c'est la loi d'indépendance des caractères. Et celle-là est particulièrement importante pour la génétique du comportement et pour la génétique humaine et la découverte des relations entre des traits génétiques. C'est tout à la fin. Oui. Ah oui, alors en fait il est possible que certains n'aient pas cette feuille avec les petits pois. Je suis désolé en fait parce qu'elle manque sur certaines copies. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez regarder avec vos voisins. Il y en a qui ne l'ont pas et dont aucun voisin ne l'a, la feuille avec les trucs jaunes et verts. Ça va? Ah oui, ok. Voilà. Okay. Donc c'est la toute dernière page, elle ressemble à ça. Mais en fait, la règle est assez simple. Telle qu'elle est formulée là, ça a l'air un petit peu complexe, mais c'est une règle de proportion. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'à la 2e génération, on va se retrouver pour un caractère donné. Donc je vais faire un petit schéma, ce sera pas plus compliqué. Donc regardons le caractère de la forme du poids. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on avait ici chaque fois 3 poids qui ont une forme régulière et un qui a une forme fripée. Okay. Alors ce qu'il y a, c'est que maintenant, qu'est-ce qui se passe si on analyse la combinaison de 2 caractères? Et donc on va regarder maintenant la combinaison de ce caractère de forme avec un caractère de couleur. Et il y a 2 possibilités en fait. Ici, ce qu'on va étudier, c'est parmi chacune de ces sous-populations-là de la 2e génération, quelle est la proportion qui vont être vertes ou jaunes. Et en fait, il va compter ceux qui sont ronds et jaunes et ronds et verts. Et ici, il fait un tableau, enfin ici c'est un tableau didactique, lui il ne le fait pas, ce tableau-là, ça vient d'un cours. Mais
En gros, ce qu'il montre, c'est que si maintenant... pardon, ici, je vais noter ceux qui sont à la fois fripés. Ouais, je vais les faire dans le même ordre que lui. Donc ici, celui-là, il est rond. Celui-ci, il est fripé. Celui-ci, il est fripé. Celui-ci, il est fripé. Celui-ci, il est fripé. Tous les autres sont ronds. Et puis alors, en fait, ici, je vais marquer... Donc ça, c'est fripé. Et ce qui est important là-dedans, c'est de voir où sont les verts. Donc je vais les mettre en... Moi, j'ai qu'une couleur, donc je vais faire... Les verts seront en rouge et les blancs, c'est les jaunes. Ok? Bon. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la probabilité d'être fripé, c'est 1 sur 4. Ici, j'en ai... Ça, c'est mes fripés. J'en ai 4 fripés. Celui-là, je suis désolé, il est rond, il est bien rond. Donc j'en ai 4 fripés sur 16. 1 sur 4. Okay. La probabilité d'être vert, c'est 1 sur 4. Ils sont ici, les verts. J'ai une chance sur 4 d'être fripé. Et en fait, ce que Mendel montre, enfin ce qu'il mesure et ce qu'il montre, c'est que pour les paires de caractères qu'il étudie, la probabilité de combiner les deux caractères, c'est le produit des probabilités. C'est-à-dire qu'il y a une plante sur 16 qui est à la fois fripée et verte. Donc la probabilité d'observer deux caractères, le produit de leur probabilité individuelle, ça en statistique et en théorie de la probabilité plus précisément, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. C'est la condition d'indépendance en probabilité, et donc il appelle ça la loi d'indépendance. Les caractères se transmettent de façon indépendante. Donc ça, c'est la troisième loi de Mendel. Elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est la mesure de la fausseté de cette loi qui a amené à la théorie suivante, qui a amené à découvrir quel était le support de l'information, cette information génétique. Donc cette loi est vraie dans les expériences que Mendel a faites. Donc attention, entendons-nous bien, toutes les expériences que Mendel a faites étaient correctes. On peut les refaire aujourd'hui. On les reproduit d'ailleurs, on les a reproduites, on refait des croisements de ce genre-là, soit avec des pois, soit avec d'autres choses qui poussent plus vite, comme des drosophiles. On fait de la génétique mendélienne dans tous les cours de génétique, on fait faire des travaux pratiques aux étudiants de biologie, ils peuvent reproduire ce genre d'expérience-là et ça donne des résultats prévisibles. Ce sont des vraies lois qui ont une valeur de loi. Elles ont une valeur de loi. Alors les lois sont un peu différentes quand ce n'est pas de l'autofécondation, mais en tout cas cette loi-ci sur les hybrides et puis à la première génération, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne. Ça fonctionne extrêmement bien, ça fonctionne très bien. Hein, ça fonctionne très bien quand ça fonctionne et dans certains cas ça ne fonctionne pas. Et les cas où ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'on a découvert 45 ans, 45 ans après. 45 ans après. C'est que dans certains cas, ça ne fonctionnait pas. Ça a été découvert en 1911 par deux chercheurs qui s'appelaient Bateson. Bateson, c'est un des fondateurs de la génétique. Bateson et Punnett. Et donc, ils ont publié un article où ils refont des analyses sur des petits pois. Ils analysent, ils essayent de reproduire les lois de Mendel. Dans certains cas, ils y arrivent très bien, cette loi d'indépendance. Puis dans certains cas, ils constatent qu'ils observent des écarts à la loi de Mendel. Et en particulier, ils ont certaines paires de caractères où le fait d'observer deux caractères conjoints, on retrouve une proportion beaucoup plus grande des deux caractères conjoints qu'un quart. Ou bien, dans certains cas, c'est d'autres propriétés, ou bien on va en retrouver une proportion beaucoup plus faible dans d'autres cas. Ils analysent toute une série de paires de caractères et ils constatent qu'il n'y a pas une indépendance. Il n'y a pas non plus une dépendance totale, c'est-à-dire dans tous les cas, ils observent les quatre, ce qu'on va appeler phénotypes. Donc je vais définir maintenant le phénotype. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques observables. Hein, donc ici, j'ai 4 phénotypes dans ce tableau-ci. J'ai des pois qui sont lisses et jaunes, c'est tout ceci. J'ai des pois qui sont fripés et jaunes, c'est ces 3-ci. J'ai des pois qui sont lisses et verts, c'est ceux-ci. Et j'ai des pois qui sont fripés et verts. Donc j'ai 4 phénotypes. J'ai alors, Mendel définit des facteurs, donc il va dire qu'il y a des facteurs. Donc j'ai 2 facteurs. Il y a un facteur qui va participer à la transmission du caractère fripé ou lisse, un autre facteur qui participe à la transmission du caractère de la couleur. Et en fait, donc, il y a 4 phénotypes parce qu'on peut combiner ces caractères. Et en fait, dans les études de Bateson et Punnett, ce qu'ils constatent, c'est que dans tous les cas, ils observent les 4 caractères possibles. Quand ils analysent deux caractères, ils ont les 4 combinaisons possibles, dans tous les cas. Ce n'est pas que les caractères sont absolument liés l'un à l'autre, mais les proportions sont différentes. Et donc ils disent, il y a une liaison, on n'a pas l'indépendance.
qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Donc les travaux de Mendel, comme je vous l'ai dit, ont été complètement ignorés. C'est assez dommage parce que pendant les années 60, à partir de 59, et donc les années 1859, c'est la publication par Darwin de l'origine des espèces, qui est une révolution pour la biologie, c'est une vraie révolution scientifique pour la biologie. À partir de 1859, on a conçu, on a analysé les choses, on a observé les choses en les interprétant d'une façon tout à fait différente de ce qu'on faisait auparavant. C'est-à-dire qu'on avait on comprenait les mécanismes de l'évolution. Mais ce qui manquait à Darwin, c'était la compréhension des mécanismes de l'hérédité. Et ça, 6 ans plus tard, Mendel les publie, mais Darwin ne les a jamais connus, ni quasiment personne. En fait, il y a peut-être des gens qui ont lu cet article par curiosité, qui n'ont pas très bien compris son intérêt. Et puis, en 1900, en fait, c'est en 1900, 3 publications indépendantes, une par Hugo de Vries, en hollandais, une par Tschermak et une par Correns, en allemand. Tschermak, je ne sais plus sa nationalité. Mais donc, 3 chercheurs indépendamment la même année redécouvrent les lois de Mendel et les publient. Et parmi eux, il y en a un, Correns, qui dit « En fait, j'ai découvert ces lois, mais tout à la fin de mon investigation, j'ai réalisé que quelqu'un les avait découvertes avant nous. » Et cette personne s'appelait Mendel et il renvoie à l'article qui était disponible dans quelques librairies, dans quelques bibliothèques en Europe. Et il ne manque pas au passage de signaler que Hugo de Vries avait d'ailleurs sans doute dû lire l'article aussi de Mendel, même s'il ne le citait pas, parce qu'il utilisait les mêmes mots de dominance et récessivité. Donc c'était une petite pique bien méritée pour Hugo de Vries. Alors Hugo de Vries, c'est aussi quelqu'un qui a fait une deuxième découverte, c'est qu'au-delà des lois de la transmission des caractères, mais une question qui se pose, c'est de savoir comment ils naissent les caractères, comment ils apparaissent. Hein? Alors tout de suite, vous allez penser à un mot quand je vous dis ça, comment de nouveaux caractères apparaissent dans une population. Enfin, je ne sais pas si je vous demande de dire un mot. Mutation. Voilà, mutation. Vous allez penser mutation. Hein? Mais donc, effectivement, Hugo de Vries, c'est celui qui découvre et qui caractérise, qui publie un article en disant qu'il a découvert une mutation, un changement, et c'est sur des fleurs en fait, ou dans une population de fleurs blanches, il observe que il cultive des fleurs blanches et puis il y en a une qui apparaît qui est rouge, et il montre que suite à cela, donc c'est en 1901, sa publication sur la mutation, et il montre que suite à ça, cette fleur-là, une fois que le caractère est là, il ne disparaît pas comme ça en fait, dès qu'il est là, il s'installe et on peut ensuite l'analyser avec les mêmes lois que Mendel, qui étaient aussi les lois de De Vries, on pourrait dire, puisqu'il les a redécouvertes. Il les a redécouvertes aussi, il travaillait sur des systèmes différents. Donc c'est assez vraisemblable que si 3 chercheurs ont découvert la même chose la même année, ils n'étaient pas au courant des travaux les uns des autres. En fait, ce qui s'est passé pour Correns, justement, c'est qu'il a lu l'article de De Vries, au moment où il a été publié, le jour ou le lendemain où il a été publié, il a passé la nuit à terminer son article à lui parce qu'il avait déjà fait tous les travaux et il traînait un peu pour faire son article, et il l'a envoyé tout de suite à la revue en expliquant qu'il était tombé sur les mêmes conclusions mais en analysant des systèmes tout à fait différents. Donc si la même année 3 chercheurs tombent sur les mêmes lois, découvrent les mêmes choses, c'est parce que à certains moments en fait dans la communauté scientifique il y a des questions qui se posent et qui deviennent vraiment cruciales en fait, qui deviennent cruciales parce que ça constitue des blocages pour pouvoir poursuivre l'investigation, le développement d'un domaine. Et donc à ce moment-là, il y a plein de gens qui commencent à se poser les mêmes questions et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel que plusieurs personnes trouvent la solution plus ou moins en même temps. D'ailleurs, une des grandes craintes des scientifiques, c'est de se faire doubler par leurs collègues. Parce qu'en science, en fait, ce qui compte, les noms que je vous dis là, à part l'histoire de Mendel, mais la plupart du temps, on ne connaît que la première personne qui a découvert quelque chose. Or, ce qu'on commence à réaliser de plus en plus, et vous le verrez dans le domaine de la biologie du comportement, c'est que ce qui a de la valeur n'est pas seulement que quelqu'un découvre quelque chose et arrive à convaincre un éditeur que ça mérite d'être publié, mais de savoir si cette chose qui a été découverte va être reproductible dans un autre labo, dans d'autres conditions, avec une autre cohorte, s'il s'agit de patients. Or, comme l'ensemble de la communauté scientifique base sa gratification sur le fait d'être le premier à avoir découvert quelque chose, dès le moment où quelque chose est publié, ce serait quasiment suicidaire pour un laboratoire que de passer son temps à refaire les expériences que quelqu'un d'autre a fait. Je vais vous montrer quelques exceptions dans le domaine de la psychologie notamment et dans d'autres domaines, dans le domaine de la biologie du comportement. Il y a quelques cas où justement on a testé la reproductibilité des expériences, mais généralement, alors ça tombe sous le sens que pour pouvoir avoir confiance dans un résultat, il est quand même assez salutaire qu'il ait été reproduit par plusieurs laboratoires différents. Généralement,
la pratique scientifique est absolument l'inverse. Ce qui compte, c'est d'être le premier à découvrir quelque chose. Alors, du point de vue de la génétique mendélienne, je vais quand même vous citer une étude de comportement, parce qu'à ce stade-ci, donc volontairement, je ne vous ai pas dit comment ça fonctionne. Hein, je ne vous ai pas encore dit le mot gène, on ne va même pas l'utiliser encore. Oui, si je vais utiliser le mot gène. Ouais, non, je vais quand même vous citer ce travail de Rothenbühler. Donc, en fait, il y a un travail qui a été publié en 1964 où on applique exactement le même principe ici pour caractériser un trait de comportement chez les abeilles. Alors, je vais de temps en temps recourir à des modèles animaux. L'ensemble du cours, les questions que j'ai posées sur la schizophrénie, etc., sur la violence, le cours est vraiment centré sur l'espèce humaine, c'est-à-dire c'est sur les comportements humains. Mais pour comprendre l'humain, les biologistes souvent recourent à des modèles animaux, ce qui leur permet notamment de faire des expériences qu'on ne peut raisonnablement pas faire sur des humains. Et donc de susciter des conditions, de générer des mutants, de faire des animaux transgéniques. Pour le moment, on ne fait pas ça sur les humains. Donc la biologie animale joue un rôle dans l'étude des comportements en général et parfois apporte un éclairage sur certains aspects du comportement humain, mais et ça c'est un des aspects dont on va discuter pendant les prochaines séances, les modèles animaux sont évidemment, enfin il faut les prendre avec des pincettes parce que c'est très difficile d'assigner à des animaux quelque chose qui puisse être apparenté à un comportement humain. Il y a eu des articles publiés sur l'homosexualité chez les drosophiles. Il y avait pour le moins une sorte de souplesse d'interprétation un petit peu audacieuse et ça a été critiqué, quoi. Je vous en parlerai de ces travaux-là au moment où je parlerai de l'homosexualité ou de l'orientation sexuelle. Ici, on va venir à quelque chose de plus simple. Donc en 1964, application directe des approches mendéliennes, Rothenbühler publie un article où il observe le comportement des abeilles, un comportement particulier qu'elles ont quand la ruche est infectée par des bactéries. Et en fait, il y a deux composantes à leur comportement. Le premier, c'est qu'elles détectent les larves malades et elles évacuent ces larves de la ruche, elles les sortent de la ruche. Et d'autre part, elles nettoient les opercules, les logettes où étaient ces larves infectées. Donc, comportement d'élimination des larves infectées et de nettoyage des endroits où il peut y avoir de l'infection. Ces deux comportements-là, Rothenbühler montre qu'en fait, ça se transmet de façon mendélienne. Il n'a aucune idée des gènes qui peuvent être impliqués, ni des processus moléculaires, biologiques, etc. Hein, c'est avant même qu'on... oui, c'est 1964, on ne faisait pas de biologie moléculaire, on faisait de la génétique classique, encore en 1964. Donc il fait un travail de génétique classique, mendélienne. Il a un comportement, il le caractérise comme Mendel en disant c'est du tout ou rien. Hein, les abeilles, soit elles éjectent les larves, soit elles ne les éjectent pas, selon les ruches. Quoi. Il y a des ruches qui manifestent le comportement hygiéniste et d'autres qui ne le manifestent pas. Et pour chacune des deux composantes, en fait, quand il fait des croisements, il constate que le fait de manifester ces deux composantes se transmet exactement comme dans les lois de Mendel, c'est-à-dire qu'il y a un caractère dominant, qu'à la deuxième génération, il y a reségrégation des caractères, et qu'en plus, surtout, il y a une indépendance des deux caractères, ce qui donne l'idée qu'en fait, ces deux caractères sont véhiculés par deux facteurs indépendants. Loi de Mendel. Alors c'est assez intéressant, parce que j'ai cherché, donc cet exemple-là, je l'ai trouvé dans un livre sur le comportement animal, un livre d'un collègue de Bruxelles, Serge Aron et Passera. En fait, il y a deux auteurs, Passera et Aron. Et en fait, c'est un livre qui a été écrit dans les débuts des années 2000 et où mentionne cette publication comme l'exemple le plus clair, enfin un exemple clair et simple de génétique mendélienne du comportement chez les insectes. Et du coup, je me suis demandé où on en est aujourd'hui en fait. Est-ce qu'on a reproduit ces expériences-là? Et oui, on les a reproduites en fait en 2001. Donc il y a une étude de 2001 qui a été menée par un laboratoire dont le premier auteur de l'étude s'appelle Lapidge. Donc je donnerai les références de tous les articles, ce sera sur les notes de cours. Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est que 35 ans après, donc, on mène une étude pour essayer de caractériser ces mêmes comportements.
Mais au lieu de les qualifier de tout ou rien en disant soit on éjecte, soit on n'éjecte pas, les auteurs vont commencer à mesurer la fréquence d'éjection des larves, la fréquence de nettoyage, le temps passé à nettoyer. Donc ils vont se placer délibérément dans une approche qui sera de la génétique quantitative. Donc vous avez remarqué pendant l'introduction, je disais on va qualifier ou quantifier. Voilà, c'est un exemple d'étude sur la génétique du comportement chez les abeilles, où en 64, on faisait de la génétique mendélienne et on décrivait quelque chose d'aussi simple que ces comportements-là en disant c'est du tout ou rien. En 2001, on veut caractériser le même comportement, on le quantifie en mettant des tas de variables quantitatives. Et d'autre part, ce que fait Lapidge à ce moment-là, mais ça j'y reviendrai lors des séances suivantes, c'est qu'il montre qu'au lieu d'avoir deux facteurs, comme Rothenbühler l'avait pensé, en fait, il y a au moins 7 régions du génome des abeilles qui sont de manière significative liées à ces caractères quantitatifs. Donc c'est assez intéressant parce que donc j'ai voulu d'emblée poser ce cas-là. C'est un cas qui n'est pas passionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire si on va détecter dès la crèche les enfants qui risquent d'avoir des manifestations, qui risquent d'être violents et de mordre leurs petits camarades et puis de devenir des voyous en leur faisant un prélèvement d'ADN et en mesurant s'ils ont ou non les gènes de la violence. On n'est pas dans un cadre passionnel comme ça, on est vraiment dans un cadre complètement neutre où on voit que l'époque influence énormément la manière dont le chercheur conçoit son expérience, dont il décrit ces phénomènes. Le même phénomène, on va le décrire différemment, parce que soit on travaille dans le cadre conceptuel, dans le paradigme de la génétique mendélienne, qualitative, soit on est dans un paradigme de génétique quantitative. Et donc, a fortiori, pour les études sur le comportement humain et sur des comportements sociaux humains, il faudra à tout moment être extrêmement vigilant. Je vais vous montrer ce que font les mutations. Il y a beaucoup de figures, on ne les a pas vues, mais ça va aller beaucoup plus vite, parce que maintenant j'ai campé les choses. Ce que je voudrais vous montrer dans ces figures-là, il y a tout un tas de figures, mais qui reviennent au même message, mais j'ai voulu vous montrer une diversité d'exemples. Certains de ces exemples vont revenir plus tard. Il y a un raisonnement, une progression du raisonnement. Donc, la première figure, maintenant vous pouvez enfin prendre la première page parce qu'on a commencé par la fin. Et donc la figure qui s'appelle à juste titre figure 1, vous voyez deux mouches. Hein. Alors ces mouches-là, c'est les drosophiles. Moi j'aime bien les drosophiles parce que j'ai fait ma thèse sur les drosophiles. En fait, pendant ma thèse, j'étudiais le développement du système nerveux de la drosophile. Donc c'est un sujet quand même qui m'intéresse depuis un certain temps. Donc, première photo, parce que vous voyez, c'est la mouche drosophile qu'on appelle sauvage, c'est celle qui a des yeux rouges. La normale, c'est celle qui a des yeux rouges. Les drosophiles, dans la nature, ont des yeux rouges. Okay, en tout cas, les drosophiles de cette espèce-là, Drosophila melanogaster. Melanogaster, ça veut dire qu'elle a le ventre noir. Et en fait, son ventre, il est plutôt blanc, mais ce qu'on voit, c'est qu'à l'extrémité de son abdomen, il est noir. Et Drosophila, ça veut dire l'ami de la rosée. Mais en fait, plus que la rosée encore, elle aime le vinaigre et le vin. Hein, comme vous le savez, si vous avez un vin, et en particulier s'il est vinaigré, ça va attirer fortement les drosophiles. Mais aussi le bon vin, hein, elles aiment aussi le bon vin, elles ne sont pas uniquement attirées par le vinaigre. Alors, en dessous, vous voyez une drosophile qui est toute blanche, et surtout, ce qui est frappant, c'est que les yeux qui naturellement, dans la nature sont rouges, là ils sont blancs. Ça, c'est une mutation. Une des premières mutations qui ont été caractérisées sur la drosophile par Morgan. Donc Morgan, c'est lui qui a lancé toute l'étude de la génétique sur la drosophile au début du XXe siècle. Et là, on voit qu'effectivement, on a une mutation, une seule mutation, qui se transmet de façon parfaitement mendélienne. Et cette mutation-là provoque de façon prévisible, prédictible, un changement de couleur des yeux. Au lieu d'être rouges, ils sont blancs. Alors, dans la tradition de la génétique de la drosophile, cette mutation-là, on l'appelle white. Alors, on l'appelle white parce que, effectivement, elle donne les yeux blancs. Mais du coup, quand on a commencé à découvrir le gène, on a appelé ce gène-là white. Mais on appelle donc les gènes en fonction de la perturbation que provoque leur dysfonctionnement. Donc, la vraie fonction du gène white, c'est de donner les yeux rouges. OK ? Donc, le gène white, dans les populations sauvages, il fait quelque chose, et on va voir dans 2 pages comment il le fait, il fait quelque chose qui fait que les mouches ont les yeux rouges. Et Morgan, dans des populations qu'il cultivait en laboratoire, a remarqué qu'il y avait des mouches, il a cherché des mouches qui étaient différentes des autres, et notamment, il a trouvé des mouches qui avaient les yeux blancs. Et donc il appelle la mutation white,
Après, quand on commence à parler de gène, on dit c'est le gène white. Donc la fonction du gène white, c'est de donner les yeux rouges. Alors, je vous donne un autre exemple ici qui est assez frappant. Donc c'est la figure 2. Et vous voyez 4 têtes de mouches, mais en fait, il y a 2 cas à regarder. Les 2 têtes qui sont du côté gauche, ce sont des mouches sauvages. On a juste fait un gros plan sur un portrait de mouche. Hein. Le portrait du haut, c'est un portrait qui est fait en microscopie électronique à balayage. Donc c'est quelque chose qui permet d'aller de manière extrêmement détaillée regarder une seule cellule, des détails de la surface du corps d'un organisme. En plus, c'est assez joli du point de vue esthétique parce qu'on voit vraiment le relief, quoi. Enfin, on a une impression de relief. Donc, en microscopie à balayage, vous voyez une tête de mouche. Bon, vous avez 2 gros yeux là. Et j'attire votre attention sur les antennes qui sont situées en dessous des yeux. Hein. Donc, vous avez ici des petites boules et puis des soies. Hein. Ces soies, c'est les antennes, quoi. C'est avec ça qu'elles sentent notamment les odeurs et les goûts. Hein. Et en dessous, vous avez une tête de mouche aussi, mais qui n'a pas eu la chance d'être magnifiée par la microscopie électronique. Ça, c'est une bête tête de mouche. On lui a coupé la tête et puis on l'a mis en dessous d'une lame de microscope. Et donc là, vous la voyez dans ses couleurs naturelles, parce que la microscopie électronique ne permet pas de voir les couleurs. Vous voyez qu'elle a les yeux rouges et elle a des antennes aussi. Donc c'est la même chose vue de 2 façons différentes. Et à droite, ce que vous voyez, en fait, c'est une mouche. Qu'est-ce qui lui est arrivé aux antennes, en fait ? À quoi ça ressemble? Ça n'a rien à voir, voilà, ça n'a rien à voir. C'est des pattes, hein, c'est des pattes. Et en fait, la mutation s'appelle antennapédia. Hein, vous avez vu, c'est le titre de la figure, ça veut dire les antennes transformées en pattes. C'est une seule mutation, ça. Une seule mutation qui fait qu'à la place des antennes, cette mouche fait des pattes. Donc c'est quelque chose d'assez faramineux. Hein. Alors en dessous, vous avez un autre exemple qui est assez frappant. Vous savez que les mouches, enfin ceux qui ont fait un tout petit peu d'entomologie savent que les mouches sont des diptères, au même titre que les moustiques d'ailleurs. On les appelle diptères parce qu'elles ont 2 ailes. Elles ont 2 ailes, mais comme tous les insectes, elles ont 3 segments thoraciques. Alors vous savez que les insectes ont 6 pattes, hein, ce qui les rend si sympathiques. Et en fait, c'est parce qu'il y a 3 segments thoraciques. Chaque segment thoracique porte une paire de pattes. Et chez les insectes ailés, la plupart des insectes ailés ont 4 ailes. Les abeilles ont 4 ailes, les papillons ont 4 ailes, les libellules ont 4 ailes, les demoiselles ont 4 ailes, les coléoptères ont 4 ailes. Les ailes de devant sont transformées en élytres et elles se ferment pour masquer les ailes membraneuses qui permettent de voler. Mais les coléoptères ont 4 ailes, les criquets ont 4 ailes. Tous les insectes auxquels vous pouvez penser ont 4 ailes, sauf les mouches. Hein, les mouches ont 2 ailes, et les moustiques, et les tans. Alors, donc, ici, ce que vous voyez sur la photo de gauche, une fois de plus, c'est la mouche qu'on appelle sauvage, c'est celle qu'on trouve dans la nature, en fait. Elle a une paire d'ailes, et en fait, ce qu'elle a donc la paire d'ailes qu'elle a, c'est sur le 2e segment thoracique. Chez tous les insectes, les ailes sont sur le 2e et le 3e segment thoracique, et ici, les mouches, enfin tous les diptères, sur le 2e segment thoracique, ils ont des ailes, comme tous les insectes ailés, mais le 3e segment thoracique, c'est pas qu'il n'y a rien. À la place des ailes, il y a des petits corps avec une petite massue qu'on appelle des balanciers, et en fait qui permettent à la mouche de s'orienter, et c'est en partie ce qui confère aux mouches ce vol tellement agile. Hein, si vous avez déjà essayé d'attraper une mouche, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus facile d'attraper une guêpe, par exemple, si on a envie. Mais évidemment, il y a d'autres problèmes. Mais donc, c'est cette conformation de leur corps qui leur donne ce vol aussi agile. Et en fait, Ed Lewis, en 1980, a caractérisé des mutations dans une région génétique donnée qui font que on a des mouches qui non seulement ont 4 ailes, mais si vous regardez d'un petit peu plus près, vous voyez que la seule différence entre la mouche de gauche et celle de droite n'est pas d'avoir 2 ailes ou 4 ailes, c'est qu'en fait elles ont tout le 3e segment thoracique qui est transformé en une copie du 2e segment thoracique. Et donc ça, c'est une mutation qui est particulièrement intéressante parce que ce que ça veut dire, c'est qu'avec un seul gène, on a un changement complet de la détermination de tout un segment du corps. Et donc, ce gène-là, on l'a appelé, il s'appelle le gène ultrabithorax, mais il fait partie d'un groupe de gènes dont ultrabithorax, sa fonction normale, c'est d'empêcher le 3e segment thoracique de se développer comme un 2e, et donc il est orienté vers un développement tout à fait particulier avec la formation de massues à la place d'ailes, avec la formation des pattes de 3e segment thoracique qui ne ressemblent pas aux pattes du 2e segment thoracique, avec un tas d'autres différences. La forme, de la boîte thoracique, vous la voyez, elle est très différente. Hein. Donc ça, c'est la fonction d'un seul gène. Ce gène-là, une mutation, et on change tout un segment en un autre. Et
dans les années 80, en 89, Walter Gehring a démontré qu'en fait, ces gènes-là, ce gène-là en particulier, il y avait un gène homologue, c'est-à-dire il y a un gène qui lui ressemble chez les animaux vertébrés et chez l'humain et chez la souris. Donc c'est des gènes qui ressemblent, mais ils sont homologues. Homologue, ça veut dire plus que ça. Ils sont homologues dans le sens où si les gènes humains et les gènes de la drosophile se ressemblent, c'est parce qu'ils dérivent d'un ancêtre commun. C'est-à-dire que le dernier ancêtre commun entre les insectes et les vertébrés avait déjà des gènes comme celui-là. Et donc nous avons hérité de ces mêmes gènes, et en fait, chez les souris, chez les humains, etc., et chez les poissons, enfin, ces gènes-là ont la même fonction qui est de spécifier l'identité segmentaire. C'est-à-dire que ces gènes s'expriment à un moment particulier du développement. Donc ces gènes produisent, alors je vais vous en parler plus tard, mais ces gènes ont une activité, sont actifs à un moment particulier du développement, dans un tissu particulier, dans des segments particuliers, et leur activité fait que, par exemple, certains de nos segments thoraciques, certains de nos segments thoraciques vont être munis de côtes et d'autres pas. Et chez des poissons, on a des espèces où, selon la variété de l'espèce, on aura un nombre de côtes qui est plus ou moins grand. Et c'est simplement quelques mutations dans ces gènes-là qui font que le nombre de côtes change d'une variété à une autre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, évidemment, tout le monde est assez disposé à se rendre compte qu'il y a des caractères qui se transmettent de façon génétique, à la façon de Mendel, des caractères qui affectent notre apparence extérieure sur des choses assez ténues, assez pointues, la couleur des yeux. Vous savez bien que la couleur des yeux se transmet de façon génétique, le fait d'avoir les yeux jaunes et les yeux bleus ou les yeux marrons, etc. Hein? Donc ça, on est assez disposé à le penser. Mais ici, on voit vraiment un cas concret qui nous montre que le développement embryonnaire est lui-même contrôlé par les gènes. Et ça, donc Ed Lewis l'a montré. Je n'ai pas montré une autre série de travaux extrêmement importants, mais bon, je ne peux pas tout vous montrer, qui a été fait à la même époque par une paire de chercheurs, enfin c'était un groupe, mais les deux chercheurs principaux là-dedans étaient Christian Lustein-Volhart et Rick Wischhaus. Et eux, ils ont travaillé aussi sur la drosophile, sur les embryons de drosophile, et ils ont montré que toute une série d'autres gènes, une cinquantaine d'autres gènes, ils ont découvert à eux tout seuls une cinquantaine de gènes dont les mutations changeaient totalement la forme du corps de l'embryon de drosophile. Et en fait, la fonction normale de ces gènes-là, c'est de former l'axe antéro-postérieur de la drosophile, c'est-à-dire de différencier la tête, l'avant de l'arrière, et puis de différencier, de segmenter la drosophile, d'établir les segments. Bon, vous voyez bien que la drosophile est segmentée, hein, un abdomen d'insecte, vous voyez bien qu'il y a une structure segmentaire, on voit bien qu'il y a 3 paires de pattes. Si on regarde des crustacés, on voit aussi que la segmentation est là. Si on regarde des vers, on voit qu'il y a une segmentation, qu'il y a un segment qui est répété. Chez nous aussi, on voit bien alors on ne le voit pas tellement comme ça quand on est tout habillé, mais si on nous enlève les muscles, la chair, etc., on verra bien, par exemple dans la colonne vertébrale, qu'il y a une structure segmentaire. Donc cette segmentation-là, elle est mise en place pendant l'embryogenèse, et en fait, ce sont des gènes qui mettent en place le plan de l'organisme. Alors, la diapo suivante, c'est une autre mutation qui s'appelle AILES. Et ici, je voudrais insister parce que j'ai 2 parties à cette diapositive qui illustrent 2 exigences qu'ont les généticiens pour pouvoir dire que la fonction du gène X est ceci. Et ces 2 exigences sont complémentaires. Alors la première exigence, c'est que, comme vous l'avez vu jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle la perte de fonction. C'est-à-dire je casse le gène et je vois que l'organisme se développe anormalement, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres, oui, qui est anormal au sens, ça défraie la chronique, ça sort de la norme. Le fait d'avoir des yeux rouges ou bleus ou blancs n'a peut-être pas énormément d'importance pour les mouches, ou dans les populations humaines, le fait d'avoir des yeux bleus ou bruns, ou des cheveux blonds, etc. Donc le critère de normalité n'est peut-être pas applicable dans tous les cas, mais en tout cas, ici, dans la figure, figure 4, dans la partie de gauche, vous voyez des phénotypes. Bon, d'abord, vous avez une tête de mouche, une bonne tête de mouche avec des beaux yeux. La sauvage, la mouche sauvage, en microscopie à balayage électronique à balayage. Et en fait, vous voyez ensuite 2 autres mouches, la B et la C, qui ont eu moins de chance parce que ce sont des mutantes pour un gène qui s'appelle ALS, autrement dit sans yeux.
hein, sans yeux. Alors la première, vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait sans yeux, elle a le phénotype qui est un peu modéré, et puis l'autre, elle a le phénotype total, c'est-à-dire que les yeux sont remplacés par de l'épiderme en fait. La boîte crânienne se forme, mais cette partie-là de la boîte crânienne, au lieu de se différencier en œil, se différencie en épiderme. Donc évidemment, ces mouches-là ne survivent pas longtemps, hein, ce n'est pas extrêmement facile de survivre, de voler, de se reproduire sans yeux, etc. Enfin, en tout cas pour des mouches comme ça, mais c'est aussi une seule mutation, une mutation unique qui fait qu'on perd un œil. Alors du coup, pourquoi est-ce que je pose cette question-là? S'il suffisait de dire que quand on perd quelque chose, alors la fonction du gène est de faire l'autre chose, je pourrais imaginer que toutes les mutations qui font, par exemple, et c'est un des pièges de la biologie du comportement, qui font qu'une souris ne s'occupe plus des petits, c'est parce qu'on a trouvé le gène du soin maternel. J'ai oublié de vous le mettre dans les gènes. Bien sûr, mais il ne suffit pas pour ça d'avoir perdu la capacité à s'occuper de ses petits, parce que peut-être que cette souris, elle est affectée dans un tas d'autres fonctions de son système nerveux, et notamment peut-être que cette souris, on aurait pu l'appeler le gène de la souris abrutie, ou qu'elle se nourrit mal, qu'elle ne s'oriente plus dans un labyrinthe, qu'elle ne s'occupe plus de ses pieds, et qu'elle fait un tas d'autres choses, qu'elle ne peut plus faire un tas d'autres choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet pléiotropique des mutations. Une mutation où un gène peut avoir un tas de fonctions différentes, et une mutation peut avoir des tas de conséquences différentes. Donc en général, ce qu'on va exiger pour dire qu'on a trouvé le gène 2, et donc prêtez-y bien attention, parce qu'on va y revenir quand on parlera de comportement. Ici, c'est sur quelque chose de facile, un trait morphologique. Le gène 2, d'une part, phénotype de perte de fonction. Si c'est le gène de quelque chose, quand on casse le gène, on casse le quelque chose. On a des mouches sans yeux. Mais il faut aussi qu'on ait le phénotype de gain de fonction. Alors comment on fait? Dans le cas de la drosophile, donc c'est des très beaux travaux qui ont été faits aussi par l'équipe de... Enfin, des très beaux travaux, c'est très beau du point de vue de la recherche, hein, pour les drosophiles, c'est évidemment pas extrêmement esthétique, mais donc c'est des travaux qui ont été faits aussi par Walter Gehring et d'autres chercheurs, Patrick Callart notamment. Donc c'est des travaux où ils ont travaillé sur le même gène ALS, et en faisant des constructions moléculaires particulières, je vous parlerai de l'ADN la fois prochaine, ils ont fait des mouches mutantes, ou par des artifices de la biologie moléculaire, ils forcent ce gène ALS à être actif à un autre endroit du corps que celui où il est d'habitude actif. Donc de la même manière que pour les gènes de la segmentation, je vous ai dit que chaque gène était actif dans un segment particulier ou dans une tranche particulière de l'embryon pendant un moment particulier du développement embryonnaire. Le gène ALS, c'est un gène qui est actif normalement chez les mouches normales. Il est actif au moment du développement de l'embryon dans l'endroit du corps qui donnera les yeux, dans l'endroit de la tête qui va donner les yeux. Et en fait, c'est l'activité de ces gènes qui forme les yeux. Mais du coup, si on pense que l'activité de ce gène est déterminante pour former les yeux, alors elle devrait être déterminante pour en former ailleurs. Et c'est exactement ça qu'on fait. On peut, alors je vous ai mis une seule photo, mais j'en mettrai un peu plus dans les notes, puisque j'aurai plus de place. On a fait, en fait ils l'ont fait, cette équipe-là, ils ont forcé le gène à être actif pendant le développement embryonnaire dans les tissus qui allaient donner l'aile. Et ils montrent qu'on peut faire des mouches où il y a des yeux sur les ailes. Sur la photo que vous avez là, ils ont forcé le gène à être actif dans le morceau de la tête qui allait donner l'antenne. Et ce qu'on voit, c'est qu'en microscopie électronique, enfin bon, faut un petit peu connaître quoi, mais donc dans la partie gauche, vous avez en haut à gauche donc phénotype de gain de fonction. Hein, vous avez deux exemples de gain de fonction. Au-dessus, vous avez la tête de la mouche, et en dessous, c'est un détail, c'est un zoom. Ils ont fait un zoom pour bien montrer qu'en fait, à la place de l'antenne, il y a un machin qui est curieux. Et ce machin, si on le regarde de très très près avec le microscope électronique, on retrouve la structure extrêmement précise d'un œil de mouche, un œil à facettes, avec les petites facettes, les petites soies qui séparent les facettes, etc. Donc on a vraiment forcé un morceau de tissu qui normalement fait une antenne à faire un œil à la place. Donc le gène, quand on casse le gène, on n'a pas d'yeux. Quand on force le gène à être actif à un autre endroit du corps, on fait des yeux qu'on appelle ectopiques, c'est-à-dire un œil qui arrive à un endroit non conventionnel. Donc, non, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si ces yeux-là
Alors, je pense que je peux vérifier, je devrais vérifier. Je pense qu'ils ont fait les tests pour voir s'il y avait des neurones qui partent de là. Je ne sais pas s'ils se connectent au système nerveux d'une part, et d'autre part, bon, je pense que ça doit déjà être différent si on a des yeux à la place des antennes et si on a des yeux, il y en a qui aussi l'ont fait sur les pattes, parce que ça ne va pas se connecter au même endroit. Mais je vais vérifier pour la fois prochaine. Et alors, je termine juste sur ces photos-là, juste pour me faire plaisir. Ça, c'est les seules photos qui sont de moi. C'est moi qui les ai faites quand j'étais doctorant, la figure 5. Je travaillais sur les poils de mouche comme je vous ai dit. Mais là, on arrive au système nerveux en fait. Ce que vous voyez, c'est une mouche. Et puis je fais un zoom progressif sur sa boîte thoracique. C'est une mouche sauvage. Hein, et sur un seul de ses poils. Alors les poils de mouche en fait sont des organes sensoriels. C'est-à-dire qu'en dessous de chacune de ces soies, il y a un neurone. Et ce neurone se connecte à un endroit particulier du système nerveux. Et là en particulier, comme c'est dans le thorax, il y a une chaîne ganglionnaire qu'on appelle thoracico-abdominale, parce qu'elle est ici, quoi, et où se connectent tous les organes sensoriels et qui collectent l'information, et puis qui aussi contrôlent les muscles du thorax et de l'abdomen. Et chez ces drosophiles-là, en fait, chacune des soies fournit une information sur les mouvements de l'air ou le toucher, etc. Ce qui fait que si vous grattez une mouche, elle s'envole. Enfin, si vous arrivez à la gratter. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que si vous lui coupez la tête et puis que vous la mettez sur ses 6 pattes, elle va en fait se tenir sur, enfin même si vous la mettez sur le dos, elle se retourne et elle se tient sur ses 6 pattes pendant quelques heures. Si vous la retournez, elle se remet sur le ventre. Donc ça, sans la tête, elle peut le faire. C'est des réflexes qui fonctionnent uniquement sur base du système qui est un peu l'équivalent de notre colonne vertébrale, quoi. Donc on coupe la tête, elle est capable de se remettre debout. Et à ce moment-là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si vous chatouillez une soie, elle ne pense pas à s'envoler. Par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se gratte. Et elle se gratte pas avec n'importe quelle patte. Selon la soie, si c'est des soies postérieures, elle va se gratter avec la patte postérieure. Moi, je ne peux pas vous le montrer quand même. Et avec les soies antérieures, elle se gratte avec la patte antérieure. Et ça montre en fait qu'il y a une connectivité extrêmement précise du système nerveux, avec des chaînes qui permettent de percevoir les sensations, les amener vers le système nerveux central thoracique, mais central néanmoins, et puis de déclencher l'activité des muscles et de susciter une réponse motrice spécifique. Et ça, en fait, cette disposition des soies est extrêmement précise chez les drosophiles. Vous voyez que sur la photo B, j'ai mis des noms sur chacune des soies. Chaque soie a un nom particulier. Il y a la soie antérieure dorsocentral, la postérieure dorsocentral, la scutellaire antérieure, etc. Chacune a son petit nom. Il y a 11 soies de chaque côté, les grandes soies. Il y a aussi des petites soies, mais les grandes soies, il y en a 11 de chaque côté. Et chez cette espèce-là, chez tous les individus, elles sont au même endroit. C'est un pattern extrêmement précis. Et en fait, il y a des gènes qu'on peut muter, et certaines mutations font qu'on perd une des soies ou 2 des soies, mais chaque fois les mêmes dans une population. Une mutation détermine, et donc j'utilise avec question le mot, hein, les gènes déterminent jusqu'à un niveau extrêmement précis la disposition des organes sensoriels de la drosophile, ainsi d'ailleurs que la formation du système nerveux central. Voilà, donc je voulais juste terminer là-dessus. Et ici aussi, on a le gain de fonction, perte de fonction, etc. Mais ça, je vous ai déjà expliqué avec le cas de Hayles. Et donc ici, je voulais terminer là-dessus. Je vous ai montré un tas d'exemples qui montrent que le développement embryonnaire et la morphologie de l'individu, on connaît aujourd'hui un grand nombre de caractères, y compris dans le système nerveux, qui sont déterminés par les gènes. Au sens propre, c'est-à-dire qu'on peut faire des perturbations, on casse le gène, on casse le système, on force le gène à s'exprimer, et ça c'est bon, c'est la figure de la deuxième rangée au milieu. Si on force le gène à être actif dans des tas d'endroits où normalement il n'est pas actif, on a des soies excédentaires, des organes sensoriels en plus. Voilà, donc jusqu'ici je vous ai fait passer un message très déterministe. On va voir justement que quand il s'agit des comportements, les choses ne sont pas du tout aussi simples, et en particulier quand il s'agit de comportements dans des espèces où les parents connaissent leurs enfants, ce qui n'est pas le cas de tous, hein, les araignées ne passent pas beaucoup de temps à élever leurs petits, mais donc dans des espèces où les parents connaissent leurs enfants et leur transmettent des connaissances, notamment chez l'humain. Voilà, moi je laisse la place à vos questions, j'ai été un peu plus long. Je voudrais que tu reviennes sur ce que Bateson a observé, les écarts à la troisième loi de Mendel. Finalement, la troisième loi de Mendel, c'est une analyse statistique
minuscule. Et l'écart est lié à quoi alors? L'écart que Bateson observe, c'est quoi? Ah oui, alors, l'écart que Bateson observe, c'est Morgan qui en a donné la solution. Il provient de ce qu'on appelle la liaison génétique, c'est-à-dire que des gènes ne se transmettent pas de façon indépendante parce qu'ils sont liés, et l'endroit où ils sont liés, c'est les chromosomes. En fait, ça c'est le travail de Morgan. En 1915, il a publié cet article-là. Il a montré que s'il analysait un très très grand nombre de paires de mutations, dans certains cas, les lois de Mendel s'appliquaient, et dans certains cas, il y avait les écarts à la Bateson-Punnett, c'est-à-dire qu'on trouvait toutes les combinaisons, mais avec des fréquences qui n'étaient pas celles de Mendel. Et il a constaté qu'en fait, il avait 4 groupes de gènes, alors on les appelait déjà des gènes, il avait 4 groupes de gènes, et les gènes qui étaient au sein du même groupe manifestaient des écarts aux lois de Mendel. Par contre, quand on prenait n'importe quelle paire de gènes qui était dans un groupe différent, ils suivaient les lois de Mendel. Donc il y a 4 groupes de liaison. Et il s'avère que chez la drosophile, et alors vous pouvez prendre la diapo suivante, il me mâche la besogne là. Ah non, je dis les mettre Ah non, ils sont là, pardon. C'est la figure 6, c'est les chromosomes de drosophile. Alors chez la drosophile, un des nombreux avantages de cet organisme pour étudier la biologie, c'est que les glandes salivaires de la drosophile, au lieu d'avoir une copie de chaque chromosome, elles ont des tas de copies de chromosomes qui sont collées les unes aux autres, qui fait qu'on les voit très bien au microscope optique. Normalement, les chromosomes sont difficiles à voir au microscope optique, sauf pendant des phases particulières de la division. Donc, dans la photo de gauche, vous voyez une cellule de glande salivaire qui a été écrasée sur une lame microscopique, et où on voit des bandes noires et blanches qui correspondent à des régions actives ou inactives du chromosome. C'est ce que j'aborderai la fois prochaine, c'est en quoi consiste le chromosome d'abord et son activité. Mais ici, ce qu'on voit surtout sur la photo de droite, c'est on voit un karyotype de drosophile à un moment particulier de la division où les chromosomes sont compactés, donc on les voit bien. Ça, c'est pas des glandes salivaires, c'est un autre type de cellule. C'est le même genre de karyotype qu'à la page suivante, vous avez pour l'humain, dont je parlerai la fois prochaine. Donc chez l'humain, on a 23 paires de chromosomes. À gauche, vous voyez les chromosomes tout mélangés. À droite, on prend la même photo et puis on met côte à côte ceux qui se ressemblent, on les trie par taille, et on a les chromosomes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous voyez d'ailleurs que le karyotype qu'il y a pour l'humain là, si je vous demandais si c'est un monsieur ou une madame, il y a un Y, donc c'est un homme. Enfin, c'est un individu mâle en tout cas. Par contre, pour la drosophile, on a aussi un chromosome X et un chromosome Y, mais il y a 4 paires de chromosomes. Et ça, Morgan le savait, on pouvait l'observer. Et il voit qu'il a 4 groupes de liaison et il y a 4 paires de chromosomes. Et donc c'est un des arguments pour dire qu'il y a une hérédité, que le chromosome est le support physique de l'hérédité. Donc ça c'est une étape cruciale dans l'histoire de la génétique, c'est support physique de l'hérédité, c'est les chromosomes. C'est établi par Morgan, 1915, sur base de ces mathématiques, justement, de ces mathématiques de recombinaison, et sur base, de façon très intéressante, des écarts à la loi de Mendel. Donc on n'a jamais jeté les lois de Mendel. Les lois de Mendel étaient établies dans un contexte tout à fait particulier, puisque personne ne saura jamais si Mendel, quand il a commencé à étudier ces combinaisons, s'il était tombé aussi sur des écarts comme ça, il s'est dit là je comprends rien, je le mets de côté, j'y reviendrai plus tard, il n'y est pas revenu, ou si par chance, par hasard, les 2 paires de caractères qu'il a observés étaient justement localisés sur des chromosomes différents du poids. Mais en tout cas, Morgan, et c'est ça que je trouve intéressant dans la progression des connaissances, c'est que c'est en constatant des écarts à ces lois qu'il en est arrivé à comprendre quel était le support de l'hérédité, les chromosomes. Ouais. Nous connaissons le nombre de chromosomes. Donc, puisqu'ils sont les récepteurs, apparemment ce que j'ai compris, des gènes, est-ce qu'on arrive à quantifier le nombre de gènes? Oui, c'est une très bonne question, qui fait l'objet de beaucoup de débats. Donc, une toute petite correction, ce ne sont pas les récepteurs des gènes, ce sont les porteurs des gènes, les vecteurs. On pourrait les appeler les vecteurs, voilà, les vecteurs. Donc, ce sont effectivement les vecteurs des gènes. Alors, pour pouvoir compter les gènes, il va d'abord falloir qu'on définisse ce que c'est qu'un gène. Et là, on va avoir un siècle d'histoire des sciences à analyser
parce que la notion de gène est une notion qui a évolué énormément pendant un siècle. Et aujourd'hui, si j'utilise le mot gène et que je demande à 10 biologistes différents de le définir, ils vont me donner des définitions différentes. Je vais les choisir à dessein, mes biologistes. Par exemple, pour un drosophiliste, pour un généticien généralement, ce qui va appeler un gène, ce qui va caractériser les limites d'un gène, les limites physiques d'un gène sur le chromosome, c'est que ça va être une région dont les mutations vont avoir le même phénotype et où il n'y a pas de complémentation entre elles, c'est-à-dire que si on a sur un chromosome l'une des mutations et sur l'autre des chromosomes, ah oui, parce que avant de dire ça, ce que je dis, c'est que si on travaille sur des organismes qui sont diploïdes comme nous, hein, donc ce que vous voyez ici, c'est que chaque cellule comporte une paire de chacun des chromosomes. Pourquoi? Vous le savez, j'imagine, c'est parce qu'on hérite d'un chromosome, enfin d'un jeu de chromosomes de notre père et d'un jeu de chromosomes de notre mère. Donc on se retrouve avec 2 copies de chaque chromosome. Ce qui fait qu'on a 2 copies de chaque gène. Donc si on casse un gène, l'autre est toujours actif en fait. Mais si on casse les deux à des endroits différents, dans certains cas, justement, il n'y a plus de complémentation, c'est-à-dire les 2 copies sont cassées. Par contre, si on a des mutations à des régions différentes du même chromosome et qui tapent sur des gènes différents, un des chromosomes va porter le gène intact, le gène A, et l'autre chromosome va porter une copie intacte du gène B, et dans certains cas, tout va bien se passer. Donc ça, c'est une des définitions du gène. Alors, donc, après, il y a d'autres définitions basées sur la biologie moléculaire. Les gens disent, un gène, c'est une région de l'ADN qui va être transcrite et donner naissance à une protéine. Mais ça, c'est une vision de biologie moléculaire qui ignore qu'il y a des tas de gènes qui ne donnent pas de protéines. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment l'objet d'articles de revue en disant, tiens, comment la notion du gène a évolué, etc. Ceci dit, maintenant, soyons pragmatiques, est-ce qu'on peut compter les gènes? Oui, avec une marge d'erreur. Chez la drosophile, on estime aujourd'hui qu'il y a 14 000 gènes. Chez l'humain, on estime qu'il y en a entre 25 000 et 30 000. Chez une bactérie comme Escherichia coli, qui tapisse notre système digestif, il y a 4 000 gènes. Donc le nombre de gènes, c'est quelques milliers. Pour les bactéries, typiquement 3 000 à 4 000 gènes. Pour des levures, la levure du boulanger, 12 000 gènes. Pour une drosophile, 14 000 gènes. Pardon, 6 000 gènes. Levure du boulanger, 6 000 gènes. La drosophile, 13 000 gènes. Et l'humain, 25 000 gènes. Et donc ça, c'est une des questions, notamment que Roberto aborde dans son livre, sur la complexité. C'est-à-dire que nous avons l'impression d'être quand même à un niveau de complexité extrêmement plus élevé qu'une bactérie. Et pourtant, on n'a que 10 fois plus de gènes. Et surtout, la drosophile, qui est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe qu'une levure. Une levure, c'est une cellule qui vit seule, qui se reproduit, qui consomme ce qu'il y a dans son milieu, qui réagit à ça, elle fait des choses compliquées. Mais une drosophile, c'est un organisme pluricellulaire, avec un développement embryonnaire, avec un système nerveux, avec une capacité sensorielle, une capacité à réagir à son environnement, qui est capable de voler, etc. Donc c'est un organisme extrêmement complexe. Il n'y a que 2 fois plus de gènes que dans une levure. Donc la complexité réside aussi ailleurs que dans le nombre de gènes. Tu as parlé souvent de casser le gène. Ouais. Forcer le gène. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, la fois prochaine. Parce qu'effectivement, il y a une forme de circularité. C'est-à-dire que comme j'ai dû vous parler des phénotypes de gain de fonction, j'ai dû vous montrer des photos où la façon dont on l'avait obtenu, c'était comme j'ai dit, tu as tout de suite mis le doigt dessus. En fait, j'ai fait un grand tour de passe-passe. Je n'ai pas dit ce que c'était que forcer le gène. À un moment, j'ai dit à s'exprimer. J'ai dit ce nom-là, je me suis dit non, je ne peux pas l'utiliser, je ne l'ai pas encore défini, donc je vais utiliser le mot actif. Le gène va être actif. Mais je vous ai dit, je vous dirai après en quoi consiste son activité, c'est ce que je ferai la fois prochaine. Mais pour déjà donner un embryon de réponse à ta question, l'activité d'une grande partie de ces 25 000 gènes humains, c'est de servir de modèle pour synthétiser un autre type de molécule. Les gènes, en fait, qui sont sur les chromosomes, le chromosome est composé essentiellement d'ADN. L'information génétique, elle est dans l'ADN. C'est ce que j'exposerai la fois prochaine. Un gène, c'est un morceau de chromosome, un segment de chromosome, qui contient l'information. Alors j'expliquerai aussi ce qu'est cette information, qui permet de faire une protéine. J'expliquerai aussi ce qu'est une protéine. Là, c'est les 2 pages qui suivent. Mais donc, en fait, les gènes, leur activité, c'est de faire des protéines,
et ils ne le font pas à n'importe quel endroit du corps. Et donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est la régulation, c'est ce que j'étudie depuis 1989, voilà, la régulation génétique, c'est-à-dire que ce qui fait qu'on a des yeux ici, un nez là, des oreilles ici, etc., c'est que pendant le développement embryonnaire, toutes nos cellules ont ces 25 000 gènes, mais chacune de ces cellules active ou inactive un sous-ensemble de ces gènes. Et par exemple, la rétine, c'est un tapis cellulaire au fond de l'œil qui est caractérisé par le fait de percevoir la lumière. Elle le fait parce qu'elle active l'expression d'auxines, qui sont des protéines sensibles à la lumière. Dans les cellules du foie, le foie c'est une usine à enzymes en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui produit un tas d'enzymes qui permettent de digérer ce qu'on mange et, donc, et aussi de détoxifier, surtout de détoxifier un tas de produits, les médicaments, l'alcool, les drogues, etc. Et donc le foie, il active un tas de gènes que les autres cellules n'activent pas. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il digère le sucre. Le foie digère le sucre, mais quand on manque de sucre, le foie peut faire, les cellules de foie peuvent faire autre chose qui est de produire du sucre. Donc les cellules de foie régulent le sucre. Par contre, les cellules de cerveau consomment du sucre tout le temps, et ces cellules-là ont les mêmes gènes que les cellules de foie, mais à aucun moment une cellule de cerveau ne va activer la production de sucre. Elle ne va jamais utiliser ses réserves pour produire du sucre, parce que le cerveau, il sert à autre chose que à faire des réserves. Donc, effectivement, on a 25 000 gènes dans chacune de nos cellules, avec une exception, enfin quelques exceptions notables, et notamment les globules rouges, on n'a pas de gènes. Mais sinon, donc ce qui différencie les cellules, c'est pas les gènes, le fait que les gènes soient présents ou pas, c'est qu'ils soient actifs ou pas. C'est ce que j'expliquerai la fois prochaine.